Bonsoir à tous, bienvenue pour ce débat sur les GAFAM, ces GAFAM déchaînés, donc sur cette émancipation numérique des GAFAM. On a pris un petit peu de retard, donc merci à vous pour votre patience. On va parler effectivement de tous ces noms, que ce soit donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, tous ces noms qui ont envahi véritablement nos vies, qui sont devenus totalement incontournables, qui sont aujourd'hui les plus grandes capitalisations boursières du monde. C'est vrai que si on regarde quelques chiffres, on a 63% du cloud dans les mains d'Amazon, de Microsoft et de Google. Google et Facebook qui représentent aujourd'hui les 3/4 du marché français de la publicité en ligne, et Google qui contrôle également 92% de la recherche en ligne au niveau européen. Pour parler de tous ces sujets, sans plus attendre, je vais appeler auprès de moi tous mes intervenants. Alors, je commence bien sûr par Joëlle Toledano. Elle est professeure émérite en économie, membre du Conseil national du numérique, écrivain, auteur notamment du livre sur les GAFA, ce livre qui a eu 3 prix, le prix du livre d'économie, le prix Colbert et le prix du jury Turgot, GAFA reprenant le pouvoir. Merci de l'applaudir. Également parmi nous, Benoît Cœuré, il est président de l'autorité de la concurrence. Merci d'applaudir Benoît Cœuré. Frédéric Mazella, qui était sur ce plateau même il y a quelques instants, donc qui ne le quitte plus, qui est fondateur de la plateforme de covoiturage Blablacar, qui est en train de terminer une interview. Merci d'applaudir Frédéric. Avec nous également Denis Oliven, il est chef d'entreprise, essayiste, patron de presse, auteur de plusieurs livres, dont La gratuité, c'est le vol, et également Mortelle transparence. Merci de l'applaudir. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous André Lescroux-Pietri, président de JEDI, le Joint European Disruptive Initiative. C'est l'agence d'innovation de rupture européenne, agence qui lance donc les grands défis technologiques, qui fait de la prospective technologique et dont notamment Claudie Aigneret fait partie des fondateurs. Merci d'applaudir André. Alors, on va commencer avec ces forces et faiblesses de ces GAFAM. Je vais demander à Joëlle de commencer, parce que bon, évidemment, il y a beaucoup de faiblesses, on les pointe du doigt aujourd'hui. Il y a quand même des GAFAM qui ont révolutionné nos vies, qui nous ont vraiment permis, on va dire, d'avoir accès à des services, notamment de recherche. On parle toujours de Google, mon meilleur ami. Donc, il y a quand même des choses positives, mais effectivement, beaucoup de faiblesses. Joëlle, on démarre avec vous. Oui, ça marche, oui. OK. Bonjour, donc merci de me donner la parole et merci de m'avoir invité. Je vais donc commencer par essayer à très très grand trait, au fond, cette force de ces GAFAM, de ce qu'on appelle, qu'on aurait dû changer d'ailleurs depuis que Meta est venu remplacer Facebook, mais au fond, première grande force qu'on connaît tous, la force économique et financière. Le grand chiffre, effectivement, de la capitalisation boursière. J'ai vérifié ce matin, on en est à 7 900 milliards de dollars. C'était ce matin. Et sur l'année 2011, 300 milliards de résultats nets. Donc ça, c'est les ordres de grandeur économiques et financiers. Mais rentrons maintenant dans le concret. Au fond, chacun des acteurs est une grande puissance dans son secteur d'activité. Vous avez commencé à en parler, on pourrait y aller. Vous avez parlé de la recherche, on pourrait parler... Alors, même quand il n'y a pas de position archi-dominante, même quand on est avec Amazon sur 20% a priori de part de marché sur le commerce en ligne, l'autorité de la concurrence, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, je crois, disait qu'avec cette part de marché... Amazon structurait en réalité non seulement le commerce en ligne, mais le commerce. Donc nous avons des acteurs qui, chacun dans leur secteur, sont soit dominants, soit structurent le marché, et quand ils décident de rentrer sur un nouveau marché, comme par exemple quand Amazon devient de plus en plus présent dans la production télé, ou Apple également, au fond, mettre de l'argent dedans, c'est un peu comme... c'est des goodies, c'est attirer les clients sur Amazon Prime, c'est attirer les clients sur le monde Apple, et ça vaut le coup, et ça restructure le marché. Donc c'est des acteurs qui sont très puissants au plan économique et dans énormément de secteurs que je ne citerai pas maintenant. La R&D, évidemment, le montant de la R&D de ces acteurs, c'est plus d'1,5 fois la R&D française. Mais justement, alors est-ce que cette force n'est pas trop, on va dire, une puissance dominante ? Est-ce que ça ne nous écrase pas finalement ? Je crois, enfin, ils sont très très présents.
Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Ils ont aujourd'hui un pouvoir de marché qui peut stériliser non seulement la concurrence, mais aussi l'innovation. Mais je pense aussi qu'il y a des forces de rappel et que c'est celles-là qu'il faudra faire jouer. Juste pour finir sur ce point, au fond, je pense que la plus grande faiblesse des GAFAM, c'est justement leur puissance économique et le fait que quand vous avez une capitalisation boursière comme c'est le cas là, vous avez une partie qui est liée à la rentabilité et une partie importante qui est liée au potentiel de croissance. Et quand vous avez besoin en permanence de renouveler vos rythmes de croissance, ça a conduit au début à de l'innovation par les mérites et puis maintenant à des comportements de stérilisation pour conserver la rente. Donc leur principale faiblesse, c'est peut-être justement leur force. Alors, Frédéric Mazzella, est-ce que vous êtes d'accord, vous, en tant que fondateur de Blablacar, plateforme donc aujourd'hui de covoiturage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Joël sur ce côté, cette force, c'est peut-être aussi ce pouvoir économique qu'on n'a pas su peut-être nous assez anticiper? Oui, je pense que j'ai envie de dire leur force, c'est leur force aussi, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. De leur point de vue, justement, ça les rend plus forts. Alors, il y a peut-être des problèmes éthiques, des problèmes idéologiques, il y en a quand même. Bien sûr, mais je veux dire, dans un monde purement économique, ça ne les empêche pas de justement faire leur chemin. Donc après, par rapport à des règles d'éthique ou des règles de préservation de marché, évidemment, ça pose des problèmes aux autres, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que le fait que ça pose des problèmes aux autres, c'est leur faiblesse? Oui, du coup, ça devient cela. Donc, leur force cause des problèmes aux autres. À ce moment-là, c'est ça qui est leur faiblesse. Bon. Mais cela dit, à côté de ça, on utilise tous ces services-là tous les jours. On est content de les trouver, ça nous rend plus efficaces, ça va plus vite. Donc, c'est une sorte de contrepartie entre aussi, d'une part, utiliser des solutions qui économiquement vont ramener de l'argent quelque part à d'autres zones géographiques que l'Europe. Donc ça, c'est une première question. Mais après, c'est aussi la question du contrôle et on vient très très vite sur des questions de souveraineté, évidemment remises au goût du jour dernièrement. Qui elles sont plus préoccupantes dans la mesure où, on en parlait tout à l'heure sur un panel de licorne, là, Michel Paulin en parlait tout à l'heure, il disait vous avez beau avoir les meilleurs pâtissiers du monde, si vous n'avez pas de blé, vous faites pas de gâteau. Donc on a beau être peut-être de mieux en mieux à savoir construire des services, on repose tous sur des technologies et des données qui ne nous appartiennent pas. Et justement, les données, c'est là leur force, finalement, ces données, parce que tout le monde aime le service gratuit, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, finalement, le produit, c'est quelque part nous, en réalité, avec nos données. Oui, alors ça, c'est la logique. If you don't buy the product, you are the product. C'est-à-dire, si vous n'achetez pas le produit, c'est vous le produit. Donc ça, c'est une logique, effectivement, qui se développe de plus en plus. Il faut voir que derrière, quelque part, le modèle publicitaire, ça a toujours été ça. La publicité, c'est ça. Puisque un annonceur, il achète quoi? Il achète plus de clients. À partir du moment où il achète plus de clients, son produit à lui, c'est du client. Donc en fait, la publicité même dans son modèle de départ, mais depuis tout le temps, c'est-à-dire que l'expression if you don't buy the product, you are the product, elle date des années 70 en fait. Donc c'est pas nouveau comme concept, sauf que là ça a été démultiplié, puis maintenant ça devient des données aussi personnelles, et donc là ça commence à rentrer dans le domaine de la privacy, de la vie privée, et ça c'est beaucoup plus perturbant. Du coup, alors Denis Oliven, je me tourne vers vous maintenant. Finalement, cette domination, elle n'est pas que technologique. Est-ce qu'elle ne devient pas également idéologique en réalité? Oui, ça me paraît. Peut-être est-ce la chose qu'on perçoit le moins parce qu'on est très concentré sur les positions dominantes et les abus de position dominante économique des GAFA. Et donc, on est très concentré sur l'enjeu industriel et on ne voit pas qu'il y a aussi un enjeu civilisationnel. Il n'y a pas simplement un enjeu économique, il y a en effet un enjeu idéologique, parce que nous, le continent européen, on a loupé l'étape de la constitution des plateformes. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, les grandes plateformes qui structurent l'écosystème numérique sont toutes américaines. Le système des objets et des contenus, c'est Apple. Le système du commerce, c'est Amazon. Le système conversationnel, c'est Facebook, etc., etc. Donc on a loupé cette étape du point de vue économique. Mais ça a un impact civilisationnel parce que c'est moins évident, mais
Et je vais vous donner un exemple concret. Ça produit aussi une vision du monde, une vision de la société qui s'impose à nous. À cause des algorithmes notamment ? Prenez l'exemple de la vie privée. Nous, on sait le vieux continent, et notamment grâce à la France, qui est à sa déclaration des droits de l'homme de 1789, on a inventé l'idée de la vie privée. À l'époque, c'était pour lutter contre l'arbitraire ou l'intrusion du pouvoir monarchique, de l'absolutisme dans la vie des individus. On a inventé le droit à un quant à soi, au fait que ce qu'on aime, ce qu'on lit, ce qu'on mange, notre sexualité, nous regarde nous, et ne regarde personne d'autre, sauf exception. Les Américains viennent pas du tout du même univers. Eux, ils ont été fondés, leur révolution a été fondée par des puritains, et qui pensaient qu'au contraire, il fallait être nu et transparent devant Dieu. Et que donc, si on avait des choses qu'on voulait garder pour nous, c'est qu'on avait des choses à cacher. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même logiciel. Or, aujourd'hui, c'est leur logiciel qui s'impose à nous. Un dirigeant de Google a dit que la vie privée avait été une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Un autre dirigeant d'une autre plateforme a dit que si on avait des choses qu'on voulait garder pour nous, c'est qu'on avait des choses à cacher. Et donc, ils produisent une vision du monde dans laquelle la vie privée n'a plus de valeur. C'est très contraire à tout ce qui nous a construit. Et c'est ça qui est en train de s'imposer à nous. Donc, ce n'est pas simplement une domination. Et je dirais simplement la chose suivante. Je ne veux pas du tout transformer cet aimable cénacle en université d'été de la NUPES. Mais moi, je reviens à... Si on m'avait dit qu'un jour, je pourrais à nouveau croire, 40 ans après ma jeunesse, que l'idée d'impérialisme américain existe, j'aurais dit non. Et bien maintenant, je dis oui. Oui, je pense qu'il y a une forme d'impérium américain, une certaine vision de la société et de la civilisation qui s'impose à nous à travers la domination des GAFA, des GAFAM, et que lorsqu'on lutte contre leur position dominante, on lutte aussi pour défendre des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Alors Benoît Cœuré, et surtout ces GAFAM, ils ont parfois aussi montré qu'ils avaient des faiblesses en termes d'éthique notamment, et on voit bien qu'il faut aujourd'hui les responsabiliser, mais est-ce que vous êtes assez efficace justement ? Est-ce que ce que vous avez pu faire notamment en matière de sanctions, c'est assez efficace ? Alors d'abord, merci de l'invitation. Je trouve intéressant et important que la discussion se soit déjà structurée autour de deux pôles, le pôle économique et le pôle politique finalement, ou démocratique. Moi je dirais démocratique plutôt que civilisationnel. D'un côté, la question économique, c'est est-ce qu'on est prêt à laisser certains acteurs structurer l'espace économique autour d'eux d'une manière qui va être excluante pour les concurrents et qui va être éventuellement abusive pour leurs fournisseurs, par exemple, ou leurs partenaires. Donc, nous, on dirait abus d'exploitation, abus d'exclusion, ça, c'est les termes juridiques. Est-ce qu'on accepte ça en termes non seulement pour le consommateur, mais en termes d'efficacité économique, par exemple pour l'innovation? Alors, quelle est la réponse ? La réponse est non. Là, évidemment, la réponse est évidemment non. La réponse c'est dans la loi, donc on l'applique et on essaie d'éviter que ça arrive. Mais je trouve important que Denis Oliven ait aussi soulevé l'aspect que moi j'appellerais démocratique, qui est qu'on accepte que certains grands acteurs, du fait de leur surface, de leur pouvoir économique, décident, par exemple, qu'ils ne vont pas appliquer la loi et qu'ils vont transformer l'application de la loi en une approche transactionnelle où ils vont négocier avec des partenaires dans un cadre qui est manifestement déséquilibré puisque le pouvoir de marché est de leur côté. Et ça, c'est inacceptable d'un point de vue d'efficacité économique, mais aussi du point de vue des principes démocratiques. Et pour un régulateur, les deux dimensions sont les deux faces d'une même médaille. On recherche l'efficacité économique, mais on applique les principes démocratiques qui sont dans la loi. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a des instruments. Alors, je sais qu'on va dire, je suis sûr que mes collègues sur cette scène diront on n'en fait pas assez, on a fait trop Justement, tard, je voudrais entendre après André voilà, qui n'a pas encore parlé. Voilà. Ils vont le dire. Mais on fait quand même, on apprend, et on apprend à combiner les instruments. Ce n'est pas un seul instrument. Donc, si je prends quelques exemples très récents dans ce qu'a fait l'autorité de la concurrence en France, on a accepté des engagements de Google sur la manière dont Google rémunère les éditeurs de presse
en solvant un vide, en remplissant un vide juridique qui était béant depuis que la directive copyright avait été mise en œuvre, et en imposant à Google des conditions qui sont uniques, je crois. Il n'y a que l'Australie qui fait des choses comparables en termes d'accès à l'information des éditeurs, en termes de neutralité de la négociation, etc. Donc on a remis en mouvement la machine économique, si vous voulez, qui était bloquée parce que le pouvoir de marché de Google, avant ses engagements, empêchait toute négociation. Mais est-ce que c'est suffisant, justement ? Alors, dans ce cas-là, on va voir si c'est suffisant, mais je constate que les accords sont en train d'être signés avec les éditeurs, donc la machine se remet en mouvement. De même, sur la publicité en ligne, on a accepté des engagements de Meta, donc de Facebook, sur l'accès aux informations de Meta de la part des intermédiaires de la publicité en ligne qui permettent à certains intermédiaires, je pense à Criteo qui avait lancé l'affaire, de revenir sur le marché. Donc là encore, on remet la dynamique économique en mouvement. Je donne un troisième exemple, qui est celui de Google et de News Corp, donc la publicité en ligne, où là, on a infligé une sanction. Et dans le cas des droits voisins, on a la combinaison d'une sanction, 500 millions d'euros que Google ne conteste plus, donc ils ont payé et qui vont rester dans les caisses de l'État pour les contribuables, pour ne pas avoir respecté les injonctions de l'autorité, et ensuite une négociation. Donc les autorités de concurrence apprennent à se servir de cette panoplie d'instruments, et maintenant on a de nouveaux instruments dont je ne parle pas parce qu'on va en parler plus tard, qui sont les instruments européens, qui vont venir au-dessus de tout ça. Mais on apprend, on va plus vite. Dans l'affaire Google News Corp que je citais il y a un instant, on a mis 18 mois à conclure. Quand vous allez dire c'est très long. C'est quand même long. Hein. Dans l'horizon, dans la temporalité du monde de la concurrence, c'est en réalité très rapide. Alors justement, André Le Scrooge-Pietri, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que pour vous, ça va assez loin, toutes ces amendes, par rapport au montant des profits, par exemple, qui sont faits ? Je voudrais d'abord rajouter une couche sur l'intelligence de ces plateformes. Peut-être plusieurs points qui n'ont pas été dits. C'est des plateformes qui savent se remettre en question. Et j'entends beaucoup depuis le début de l'après-midi, remise en question de la manière dont l'État travaille, dont les entreprises travaillent, dont on va devoir s'habituer. En fait, ce qui, moi, m'inquiète le plus chez ces acteurs, c'est que c'est des gens qui ont compris qu'est-ce que c'était le mot disruption et qui y arrivent. Quels sont les acteurs qui ont réussi, comme un Microsoft, à revenir dans le cloud, ce qui était quasiment impossible ? Quels sont les acteurs qui étaient en quasi-faillite, comme Apple, qui ont réussi un comeback avec une domination quasiment sans partage comme aujourd'hui ? Je pense que ça, on peut en apprendre quelque chose. La deuxième chose, c'est l'intelligence. Que Apple, aujourd'hui, devienne le chantre de la vie privée, et Denis parlait de l'aspect civilisationnel, mais c'est quand même incroyable que nous, en tant qu'Européens, ce ne soit pas nous qui soyons sur le cheval de la vie privée, parce que, comme tu le disais, c'est quand même quelque chose que nous avons inventé, et que ce soit aujourd'hui Apple qui soit dans tous les cercles internationaux, et que Microsoft soit en pointe sur quelque chose qui nous affecte de plus en plus. Regardez l'hôpital dans l'Essonne, sur la cybersécurité. C'est quand même un comble. Ça, c'est une chose qu'il faut, je pense, vraiment qu'on marque, c'est que ce sont des acteurs remarquablement intelligents dont l'État et aussi les entreprises peuvent s'inspirer. Ensuite, est-ce qu'on en fait assez ? J'avoue, avec toute l'amitié que j'ai pour Benoît, il ne s'agit pas d'être relatif. On n'est pas dans un monde relatif. Et je crois que ce n'est pas une assemblée d'entrepreneurs que je vais dire ça. On est dans un monde d'absolu. Si vous êtes plus lent que les autres, vous avez perdu. Et donc 18 mois, alors qu'aujourd'hui les cycles d'innovation sont de 6 mois, c'est 3 fois trop lent. Alors certes, c'est 2 fois mieux, mais vous savez, c'est comme le guichetier d'une fameuse entreprise ferroviaire qui vous dit « Monsieur, vous avez 2 heures de retard, estimez-vous heureux, ça aurait pu être 5 ». Je pense que ça énerve tout le monde. Et moi, personnellement, je ne supporte pas qu'on pense que la réglementation aujourd'hui, un chiffre, 23 milliards d'amendes depuis 2004 aux 5 grandes plateformes, les fameuses GAFAM ou GAMAM, 3,5 milliards payés, 3,5 milliards payés en 18 ans versus 300 milliards de profits l'année dernière. Vous confirmez, Benoît, vous confirmez ces chiffres, Benoît Cœuré ? Oui. Oui, enfin, les ordres de grandeur sont exactement les ceux-là. bons, Mais si vous pensez qu'il y a trop de profits, il faut taxer les profits. C'est une autre discussion. Ah, alors, effectivement, peut-être une autre solution. Donc, oui. Donc André, oui, pour finir. On pourrait conclure là-dessus. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut.
J'avais écrit un papier il y a il y a 1 ou 2 ans où je parlais du syndrome de Stockholm. C'est quand même incroyable qu'on passe, notamment dans notre pays, notre temps à taper sur les GAFAM, mais qu'ensuite on les reçoit en grande pompe à Versailles ou rue du Faubourg Saint-Honoré. Choice France, c'est ça. Hein. Voilà. À un moment, il faut qu'on choisisse notre camp. Et aujourd'hui, je pense que si on les considère comme des États, si on les considère comme un risque quasiment civilisationnel ou souverain, et je partage tout à fait ce point de vue, alors il faut qu'on les traite comme tels. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas à côté du bouton que vous avez sûrement tous appuyé 5 ou 10 fois depuis ce matin, j'accepte les cookies ou je refuse les cookies, il y ait un bouton qui dise je veux récupérer l'intégralité de mes données. C'est ça que j'attends de l'Europe, une Europe efficace. Mais des choses compliquées, essayez de décliquer, notamment sur Google, toutes les possibilités de vous suivre, c'est quasiment impossible. Donc c'est pas la réglementation qui va nous aider, c'est forcément autre chose, l'innovation par exemple. Peut-être c'est mon dernier point, c'est que, et on le voit malheureusement dans le contexte ukrainien actuellement, la défense n'a jamais fait gagner une guerre. Donc si on considère qu'on est effectivement dans une compétition mondiale, il faut qu'on soit dans le coup d'après. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends ? On va créer un Amazon français, on va créer un Starlink européen. Ça n'a aucun intérêt. Votre argent de contribuable va disparaître, puisqu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les marges se concentrent sur le numéro 1. La question pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe, c'est est-ce qu'on anticipe le coup d'après ? Et pardonnez-moi, TikTok ou Zoom ont bien montré qu'en 5 ou 6 ans, on pouvait créer des géants. Denis Oliven et Joël Toledano ont envie de vous répondre. Je ne sais pas lequel veut démarrer. Non, c'est plutôt complémentaire. C'est vrai que, d'abord, je trouve, c'est pas ce que tu as dit, mais il y a dans l'univers assez faible et mou par rapport à la domination des GAFAM, les seuls qui résistent un peu, ce sont les autorités de la concurrence. Donc peut-être qu'elles résistent pas assez, peut-être que c'est pas assez rapide, peut-être que leurs sanctions sont pas appliquées, mais c'est les seuls qui agissent vraiment. Je viens de le vivre, moi, en tant que patron de presse, avec l'affaire des droits voisins que Benoît Cœuré a rappelé. Les pouvoirs publics, un texte communautaire a été voté par le Parlement européen. Il a été introduit en France de manière extrêmement faible par les pouvoirs publics, malgré l'insistance des professionnels, d'une manière qui a conduit Google à s'asseoir complètement sur cette loi. Et si l'autorité de la concurrence n'était pas intervenue, on en serait resté là. Donc, certes, les autorités de la concurrence font peut-être pas assez fort, assez vite, etc., mais elles font. En revanche, je trouve qu'il y a une vraie carence, une vraie faiblesse. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on investisse dans l'innovation, qu'on prépare le coup d'après, etc., etc. Mais on a une vraie faiblesse de réglementation. Les pouvoirs, les autorités des pays, les autorités nationales et d'une certaine manière l'autorité européenne sont très en arrière de la main sur la réglementation. Et la réglementation peut être efficace. Il y a une formule célèbre de Lamennais qui dit qu'entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Et donc, on est en train, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, mais on pourrait le faire si vous voulez, on est en train d'imaginer une réglementation, c'est bien tard, sur les contenus haineux à l'échelle de l'Europe. Cette réglementation, elle arrive bien tard. Et c'est un progrès par rapport à la situation actuelle, mais elle est encore très en deçà de ce qu'on devrait faire. Et par ailleurs, les autorités nationales n'auraient pas besoin d'attendre nécessairement l'action européenne pour agir. Donc il y a une espèce de léthargie, d'inaction de l'Europe. Non, pas seulement des pouvoirs politiques au sens de ceux qui ont la capacité de faire la loi. Et donc c'est une chose qui est faisable demain matin. Et je suis étonné que ce ne soit pas ça qu'on fasse. Joël Toledano, ensuite Frédéric. Alors, deux choses parmi plein d'autres. Je crois qu'évidemment, il ne faut pas opposer innovation et réglementation-régulation. Je crois que c'est complémentaire. C'est-à-dire que même s'il y avait beaucoup d'argent dans l'innovation, dans la situation de verrouillage auquel on est confronté sur toute une série de secteurs et avec la capacité financière et l'adresse, André a parfaitement raison, qu'ils ont, c'est-à-dire la capacité à empêcher que d'autres solutions se présentent, l'innovation ne sera pas suffisante. Donc je crois qu'il faut marcher sur les deux pieds et que le deuxième pied, alors c'est pas la réglementation à mon avis, parce que justement on est dans un monde mobile
et que c'est pas juste voilà ce qu'il faut faire parce que demain ce sera autre chose. Et que donc c'est le monde de la régulation, c'est quelque chose qui s'adapte aux situations, qui, comme le disait Benoît tout à l'heure, apprend de l'expérience et joue de façon récurrente. Et il faut mettre en place des organes de régulation puissants qui ont des compétences et des compétences techniques parce que les pouvoirs publics directs et les réglementeurs sont majoritairement des juristes. Et donc, il faut évidemment mettre en place des organisations qui sont des régulateurs et qui réintroduisent la concurrence, déverrouillent les marchés et profitent de l'innovation que André aura mis en place. C'est ça, donc Frédéric, pas que de la réglementation quand même, il y en a déjà beaucoup de la réglementation. Comment vous le vivez, vous, justement, ce rapport? Est-ce que c'est réglementation? Est-ce que c'est innovation? Est-ce que c'est régulation? Quelles sont les solutions, finalement? C'est déjà compréhension des animaux qu'on a en face. C'est-à-dire que on n'est pas du tout en face d'acteurs et d'activités habituelles par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur les décennies d'avant. C'est-à-dire que là déjà, bon, pour commencer, ce qui est transacté au-delà de l'argent d'un côté et de la fourniture d'un produit ou d'un service de l'autre, ce sont des données. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre ou d'acheter du caoutchouc, du métal ou du textile. On est en train d'acheter ou de vendre ce que pensent, ce que disent et ce que font les gens. Donc d'où la conception du problème d'enjeux civilisationnels et non plus seulement économique ou industriel. Et donc au-delà de ça, non seulement le sous-jacent, c'est des données qu'on échange, mais en plus les dynamiques de fonctionnement de ces acteurs-là sont des dynamiques de place de marché, d'effets réseau et de justement prise de position dominante extrêmement rapide grâce aux effets réseau. Ces choses-là ont été très mal étudiées en fait sur les dernières décennies. On comprend pas bien comment fonctionnent les effets réseau. On les constate a posteriori. On a une intuition que quand on va aller cumuler, c'est comme la logique d'un mall, c'est-à-dire d'un endroit où il y a plein de magasins, qui fait que le fait d'avoir plein de magasins au même endroit fait que chaque magasin fait plus de chiffres que si on mettait chaque magasin séparément sur différents domaines, chacun dans leur coin. En fait, ces acteurs-là, ils ont la possibilité, avec le digital complètement, la possibilité de démultiplier et démesurer, de créer des effets réseau entre tous leurs services. Et en plus, une fois qu'on est rentré dans une galaxie de l'un d'eux, c'est difficile d'en sortir. Ces effets-là, en fait, j'ai envie de dire presque au niveau même recherche, pas fondamentale parce que c'est de l'économie, mais disons recherche de compréhension de ces mécanismes économiques-là, n'ont pas vraiment été faites. On constate a posteriori que, effectivement, quand on possède à la fois un moteur de recherche, un email, tout un tas de suites, une gestion de boîte mail, tout un tas de suites logicielles qui font qu'on peut éditer des documents en ligne directement depuis sa boîte mail et puis rechercher directement dans le moteur de recherche à côté, gérer l'agenda en même temps, gérer tout ça. En fait, on a créé un effet réseau duquel les gens ne peuvent plus sortir. Et on ne l'a pas étudié en amont, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas anticipé les lois aussi, parce que nos lois, elles étaient faites pour un mode de fonctionnement bien avant. Totalement différent. Ouais. Beaucoup plus lent, et pas du tout basé sur des effets réseau numériques, comme on est capable de les déployer aujourd'hui technologiquement. Donc on réagit tard, je pense qu'on va effectivement dans le bon sens, mais alors, on a pris un retard considérable. Ouais. Benoît Cœuré, on réagit tard, mais on a quand même de nouveaux outils maintenant aussi à disposition. Oui, avant d'en venir aux nouveaux outils... je voudrais réagir sur ce que vient de dire Frédéric Mazella, et il me semble que la situation est plutôt pire que tout ce que vous venez de dire collectivement, parce qu'on n'en est qu'au début. On est en train de dire on vient trop tard, les effets réseau sont constitués. On n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'il n'y a finalement qu'un seul secteur où les effets de réseau aujourd'hui les effets de réseau sur l'accumulation des données jouent à plein, c'est la publicité en ligne. Domaine dans lequel on a accumulé une expérience collective de régulation qui commence à porter des fruits, peut-être insuffisants, mais je pense qu'on intervient mieux qu'il y a 10 ans. Dans d'autres domaines, ça ne fait que commencer. Un domaine que Frédéric Mazella connaît beaucoup mieux que moi, qui est la mobilité, les données d'automobile, les données de mobilité, tout n'est pas encore interconnecté, il n'y a pas encore la masse de données qu'il y a dans la publicité. Et les secteurs ne sont pas encore connectés. Donc le jour où des opérateurs qui ont déjà un pouvoir de marché énorme, qui ont déjà des masses de données, de consommation énormes, voudront aller, par exemple, dans la finance,
ils vont du jour au lendemain appliquer ces effets de réseau à un domaine différent. Et les régulateurs seront complètement démunis parce que la régulation fonctionne en silo. Donc les régulateurs financiers, la concurrence, les données, les télécoms, etc. Donc il y a un enjeu d'urgence. Il y a un côté positif qui est que dans certains domaines, il est peut-être encore temps d'intervenir. C'est-à-dire que... Dans lesquels alors justement ? Dans tous ces domaines, je pense aux données de mobilité, je pense aux données de santé. La situation n'est pas encore cristallisée. On ne sait pas quels seront les acteurs dominants dans 5 ans. En tout cas, je ne crois pas. Et donc, il est peut-être encore temps d'avoir une vision stratégique. Alors que dans le cas des GAFAM, c'est trop tard. Je veux dire, leur pouvoir de marché est là, on ne va pas le changer. Donc, les régulateurs et les politiques feraient peut-être mieux d'employer leur énergie à comprendre les effets de réseau dont on vient de parler et à définir la stratégie dans ces domaines qui ne sont pas encore consolidés, cristallisés, plutôt que à passer leur temps à parler des GAFAM, sur lesquels il faut agir, mais où maintenant on commence à avoir un corpus de règles qui commence à fonctionner. Et sur les outils, justement, les nouveaux outils donc maintenant dont vous disposez ? Alors, les nouveaux outils, au niveau national, j'ai parlé d'un certain nombre de cas que traite l'autorité de la concurrence. Et ce qui a vraiment marché, c'est la variété des outils. Donc, on peut sanctionner avec des amendes, et on l'a fait. On peut imposer des mesures conservatoires, donc très rapidement. On peut engager une transaction avec l'entreprise, et on peut discuter d'engagement que l'entreprise va prendre. Et on peut aussi faire tout ça à la fois, ensemble ou séquentiellement, comme on a fait sur les droits voisins. Donc on a cette variété d'instruments. Et au niveau européen, on a maintenant le DMA, qui, donc, je pense... Digital Market Act. La législation sur les marchés numériques, en bon français, le Digital Market Act, qui inverse la charge de la preuve et qui dit, pour un certain nombre d'acteurs qui ont atteint une certaine empreinte sur le marché, il y a présomption du fait qu'ils risquent d'utiliser leur position dominante, ils risquent de créer des abus d'exploitation, ils risquent de créer des abus d'exclusion. Et donc on ne va pas passer 5 ans à se demander si le risque est là. On va dire le risque, il est là, c'est dans la loi, et on va le traiter ex ante. On a le Service Market Act aussi. Et on a aussi le Service Market Act. Alors, on a aussi le Digital Service Act, le DSA, qui va traiter certains des aspects, notamment soulevés par Denis Oliven, sur les contenus en ligne. J'en parle pas parce que c'est l'ARCOM qui est compétente et qui fait ça très bien, qui travaille beaucoup là-dessus. Alors, est-ce que tout ça est suffisant, André ? Oui et non. Je veux dire, si aujourd'hui le régulateur ne se réarme pas, il sera tout aussi aveugle qu'il a été lorsqu'il y a eu la fusion Facebook, WhatsApp, où il y a eu très très peu de réserves au niveau de la DG Concurrence, parce qu'ils n'ont pas du tout compris ce que disait Frédéric tout à l'heure. Et très franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que si on se donne la peine de faire un peu de prospective technologique, on comprend qu'un acteur comme Apple, qui accessoirement a fait un accord avec une fameuse ville-État d'Asie, qui dit que quand vous portez la montre connectée de ce fameux acteur, vous aurez jusqu'à 30% de réduction sur vos cotisations de sécurité sociale. Donc Benoît a tout à fait raison. Les prochains dominos qui vont tomber, ça va être la santé, ça va être la mobilité. Je suis étonné de voir que peu de gens comprennent. Enfin si, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais peu de gens agissent quand ils voient que Tesla a des voitures... Tesla a une constellation, enfin SpaceX a une constellation de satellites. Quand vous avez 2200 satellites comme aujourd'hui, je peux vous dire que vous faites une géolocalisation bien meilleure qu'avec une 29 satellites Galileo. Donc demain, qui va être l'acteur qui va être au millimètre près capable de dire où est votre voiture, votre trottinette, etc. Et ça, c'est des sujets où aujourd'hui, il faut de la prospective technologique. Très franchement, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. La compétence technologique au sein des différents gouvernements français, allemands et au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, mais l'équipe de Thierry Breton a une très grande difficulté à recruter des gens qui vont mettre en œuvre ce DMA et ce DSA. Parce qu'ils ne sont pas forcément très excités de travailler dans un environnement pareil, mais en plus parce qu'il y a une concurrence sur les talents qu'on connaît tous. Donc de dire, comme un commissaire dit, ça y est, le shérif est dans la... Je pense que c'est tromper les gens. On ne sera pas capable de mettre en œuvre les textes dont parle Benoît, j'en fais le pari, parce qu'on n'aura pas la compétence pour anticiper
dans ce monde exponentiel qui est très loin de notre manière cognitive de penser, qui est très linéaire. Enfin, c'est nous les humains, on est Ariane 4, Ariane 5, Ariane 6, et on est comme la poule devant la fusée réutilisable, et on verra la suite. Je rappelle, 2021, 3 lancements d'Ariane, 31 lancements de SpaceX. Donc on le voit bien finalement, donc on a l'impression qu'on est beaucoup, nous, comme réponse aux GAFAM dans la régulation, la réglementation, et puis peut-être pas assez dans l'innovation justement aujourd'hui pour reprendre le pouvoir, comme vous dites dans votre livre, Joël. Je suis vraiment pas d'accord. Moi je trouve qu'il y a un pessimisme autour de moi qui est pas toujours bien fondé. Premier pessimisme qui a été évoqué tout à l'heure, si Apple est en train de reprendre sur l'aspect de données privées, c'est un peu parce qu'on a loupé en Europe la régulation du RGPD, malgré tout ce qu'on en a dit, puisqu'on a mis en place un système qui permettait aux plus gros d'aller en Irlande et pour l'instant en gros, ne pas être contraint à appliquer les règles que les autres appliquent ou de les appliquer différemment. Donc on a loupé la régulation des gros acteurs, mais on serait capable de la faire mieux. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, l'Europe a effectivement lancé le sujet et pourrait très bien le reprendre en faisant évoluer sa réglementation, parce que c'est quand même l'Europe qui a lancé la question de la régulation privée, des données privées. Et si Apple a réussi à le faire, c'est un peu parce qu'au début, les autorités de concurrence n'étaient pas complètement convaincues qu'elles pouvaient traiter le sujet. Elles l'ont traité en raccro. Mais en réalité, Apple comme Google ont utilisé leur pouvoir de marché pour devenir les régulateurs des données privées, ce qui est quand même un paradoxe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'effectivement, la mise en œuvre de DMA et de DSA, des deux textes, pose toute une série de sujets. Un premier sujet qui a été évoqué par André, mais je pense que c'est possible. Je suis en désaccord profond sur le fait qu'il n'est pas possible de recruter des gens compétents. Moi, je l'ai observé en France. Quand on a des beaux projets, les jeunes, éventuellement des étudiants que j'ai pu avoir, mais beaucoup d'autres, sont ravis, comme ils sont ravis sur d'autres sujets de souveraineté, de participer, de s'engager, de produire. Et la France, en créant le Pérenne, a montré que c'était possible. Donc je suis absolument pas d'accord. C'est tout à fait possible de trouver des gens. Par contre, il va falloir que la Commission s'y mette, et qu'ils s'y mettent en mettant les moyens, en donnant envie, en ayant non seulement des gens compétents en technique, mais aussi en économie. Et avec ces conditions, ça pourrait marcher. Mais la deuxième question... Ça fait beaucoup de conditions quand même. Oui, mais parce que c'est le début. Il vaut mieux poser les conditions au début que d'attendre que ça ne marche pas. Donc je pense que c'est possible et qu'on l'a montré dans toute une série de cas. Deuxièmement, il y a effectivement la question de savoir comment les entreprises vont se comporter face à cette régulation. Et elle joue très gros. Elle joue très gros parce qu'aux États-Unis, on examine ce qui se passe et on voit bien qu'elles sont dans un jeu où elles vont devoir lâcher, comme d'ailleurs, même s'il y avait une loi, Google a été amené à lâcher sur Google News parce qu'elles ne peuvent pas être prises de partout et qu'il va falloir qu'effectivement elles s'acclimatent à un monde qui a changé, elles aussi. Donc chaque entreprise, et elles n'auront pas la même stratégie, on pourrait les voir les unes derrière les autres, il va falloir voir comment elles se comportent. Et le troisième problème qui est là aussi pas clair, c'est que va faire la Cour de justice, comment elle va réagir, est-ce qu'elle va réagir vite, est-ce qu'elle va mettre en place des moyens ad hoc là aussi. Je pense que tout ça est à construire, mais que c'est possible de le construire et qu'il ne faut pas être pessimiste. Alors, pas être pessimiste, Benoît, vous ne l'êtes pas trop vous-même ? Non, moi je suis résolument dans le camp de Joël Toledano, c'est-à-dire je suis optimiste. Je ne pourrais pas faire le métier que je fais si je n'irais pas au bureau le matin si je n'étais pas optimiste sur ces questions-là. Je pense qu'on peut agir. Ce n'est pas une discussion entre régulateurs, c'est une discussion dans la société. Il y a une très grande indignation dans la société sur ces questions-là. Je pense que, par exemple, Cambridge Analytica et ses conséquences a probablement plus fait pour changer le comportement des grands acteurs que les décisions des autorités de concurrence, et c'est très bien. Donc il faut que la société se saisisse de ces questions. Il faut que le Parlement et le Parlement européen s'en saisissent. Et le Parlement européen s'en est saisi. Après les arrêts Schrems, le Parlement européen a dû réagir. Et c'est une dialectique qui est très fertile.
sur la protection des données. Il y a un enjeu qui est en filigrane de tout ça, qui est effectivement la capacité cognitive, dirait André, des administrations à comprendre ce que font les entreprises. Alors ça, c'est pas donné. C'est pas donné dans ces domaines-là. Moi, j'ai eu une expérience avant de rejoindre l'autorité de la concurrence qui ressemblait un peu à un challenge impossible, qui était de construire un laboratoire d'innovation dans une banque centrale. Donc, ça paraît un peu compliqué comme ça, à la Banque des règlements internationaux à Bâle. Et on l'a fait, et quand on a montré qu'on pouvait le faire, on a eu des candidats remarquables qui venaient de partout dans le monde, d'Asie, d'Amérique latine, du Canada, etc. Donc je pense que c'est possible. Il faut que les administrations, les autorités de régulation se remettent en cause et changent leur mode de fonctionnement pour se recablent pour comprendre ce que font les acteurs de l'innovation, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors André, est-ce qu'ils vous ont convaincu finalement ? Le débat n'est pas entre optimisme et pessimisme. Le débat est, est-ce qu'on se projette sur le coup d'après ? Et le coup d'après, c'est pas dans 20 ans, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est dans 3 ans. On parle beaucoup de nucléaire. Il y a très peu de débats aujourd'hui sur la fusion nucléaire, alors que c'est peut-être le truc sur lequel il y aura en tout cas où il y a dans les 6 derniers mois des avancées majeures aux États-Unis. Donc il ne faudrait pas qu'on se réveille dans 5 ans en disant « Mon Dieu, on a loupé ça », alors qu'on était très bon. Est-ce que sur la data, le coup d'après, ce n'est pas le small data ? Enfin, on connaît tous, nos enfants n'ont pas besoin de millions de données pour contextualiser. C'est ça le coup d'après. Et c'est là où l'Europe doit se saisir. Et c'est un message éminemment optimiste. Et troisième chose, c'est un message sur nos réglementations. Je pense que la loi dont monsieur ou madame le député voulait avoir le nom, qui va passer 2 ans à faire, et Joël l'a bien dit, le RGPD a été tellement compliqué à mettre en œuvre que quand on a voulu, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il favorise plutôt les grands acteurs, parce qu'il a créé une barrière à l'entrée pour le business de la data, quand on a voulu le changer, ça a été tellement compliqué. Il faudrait inverser le truc. Il faudrait faire des lois extrêmement rapides, avec une clause de revoyure, ou ce qu'on appelle en anglais les sunset clauses, des clauses de fin où on évalue. Qui évalue aujourd'hui la loi en France et en Europe ? Quasiment personne. Et enfin, dernière chose, il ne faut pas saupoudrer. Je veux dire, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, mais quand en Europe, et je suis européen, mais par construction génétique quasiment, on finance 39 500 projets d'innovation, c'est qu'on ne fait pas de choix. Et j'ai entendu une première ministre dire il y a exactement 3 heures que gouverner, c'était choisir et faire des choix. C'est ça que j'attends aujourd'hui pour ne pas voir la déferlante GAFA. Donc je pense que c'est tout à fait possible de le faire aujourd'hui. Alors Denis Oliven, quelle solution justement pour contrer cette déferlante GAFAM ? Non, mais je reviens à mon point de tout à l'heure. Peut-être que je suis simplet. En tout cas, dans le monde du numérique, j'avance. Dans le monde compliqué du numérique, j'avance avec des idées simples. Mais moi, je vois des choses qu'on pourrait faire demain matin et qu'on ne fait pas. Je vous donne un exemple concret. On a plein de débats sur les contenus de haine sur Internet, le fait qu'on ouvre nos comptes Twitter ou Facebook et qu'on voit des choses épouvantables qui ne sont pas régulées. Et les plateformes s'abritent derrière le fait qu'elles ont le contenu d'hébergeurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas responsables des contenus. Les mêmes plateformes qui, par ailleurs, quoiqu'elles ne soient pas responsables des contenus, s'autorisent à interdire le compte d'un président de la République lors d'une campagne électorale aux États-Unis, ou par exemple de considérer que la naissance du monde de Courbet est une image obscène qui ne doit pas figurer sur les réseaux sociaux. Elle figure dans les musées, mais pas sur les réseaux sociaux. Donc on se trouve dans une contradiction dans laquelle les mêmes plateformes disent « Ah non, nous, l'antisémitisme et le racisme, franchement, c'est pas notre problème. Il faut que vous nous saisissiez. Mais en revanche, pour dégrafer Trump ou Courbet, ça, oui, on est compétent. » Donc on est dans une situation paradoxale où nous avons renoncé à imposer la loi, mais nous acceptons que des plateformes imposent leurs propres règles. Et au nom de ce principe d'hébergeur, on pourrait très bien modifier ce point. Pas forcément, d'ailleurs, en rompant définitivement avec le principe d'hébergeur, mais on pourrait dire que, par exemple, pour des comptes qui sont à forte audience ou pour des comptes qui sont récidivistes de contenus illicites, il y a une obligation de surveillance et d'action des plateformes sous le contrôle du juge. Bref, il y a des choses qu'on peut faire demain matin. Il y a des solutions à mettre en place. Non, mais il y a des solutions. Alors, je sais bien que ça fait un peu ringard de dire réglementation, loi, etc. Mais non, on a une arme qui est l'arme de la civilisation et des états de droit et de la démocratie qui sont les lois. Alors peut-être qu'elles peuvent être plus simples que le RGPD, mais
toujours est-il que nous, enfin, un acteur de terrain comme moi dans le domaine des médias voit tous les matins des choses qu'on pourrait faire, que tout le monde sait qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. Et donc voilà, il me semble qu'il y a la première des choses à faire, c'est un réarmement moral. C'est d'accepter de se confronter à la question que nous posent les GAFA et d'exiger de nos pouvoirs publics qu'ils soient en ce domaine, qu'ils exercent leurs responsabilités. Passent leur temps à faire des lois sur tout un tas de sujets dont on se passerait volontiers. Il ferait mieux de se concentrer sur des sujets de cette nature. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Vous pouvez les applaudir. Et merci à vous pour votre attention. Je cède maintenant donc la parole à mon confrère Philippe Mabille donc pour le prochain débat.